On voulait vous remercier du coup de vous être rendu disponible et de nous avoir rejoints en cette fin d'après-midi. On est vraiment très heureux que le projet ait suscité autant d'intérêt parmi vous. N'hésitez pas à allumer vos caméras pendant le webinaire. Je m'appelle Mathias Gaborlio, je suis chargé de mission à l'FRB sur les indicateurs de biodiversité et synthèse de connaissances. C'est moi qui vais animer ce webinaire. Donc voilà, aujourd'hui, on vous présente notre projet d'interclasse. Il a démarré il y a à peu près un an et il est porté par un consortium qui est composé du Muséum national d'histoire naturelle, de Carbone 4 et de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Comme vous l'avez déjà compris, donc l'objectif de notre projet, c'est d'arriver à développer une méthode d'évaluation du gain de la biodiversité associée à la mise en place ou au maintien des pratiques sur les socio-écosystèmes agricoles, terres arables et polyculture élevage et forêts exploitées. Et donc, le webinaire va se dérouler en deux parties. Une première partie qui vous sera présentée par Romain Julliard, qui est chercheur au MNHN et plus précisément au Centre d'écologie et des sciences de la conservation, également directeur du laboratoire Mosaïque. Il vous présentera du coup le contexte du projet, les hypothèses fondatrices de nos travaux, et puis une description de la proposition méthodologique. Dans un deuxième temps, Flavie Thévenard, qui est analyste de données également au laboratoire Mosaïque, vous proposera le processus expérimental qui sera mis en place sous la plateforme de recueil des évaluations. Et voilà, et vous aurez déjà un petit aperçu des visuels qui sont en train d'être mis au point par les développeurs de la plateforme. Pendant la présentation, les micros seront coupés. N'hésitez pas à saisir vos questions directement dans le chat. Et puis à la fin de la présentation, quand sera venu le temps des questions, je vous donnerai la parole à tour de rôle. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Romain. Eh bien, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est un projet qui fait partie de travaux de recherche sur un cadre méthodologique un peu plus large autour des certificats de biodiversité, ce mécanisme de financement des actions et de la conservation de la biodiversité. Et donc, on ne va pas parler plus que ça dans cet après-midi. Et dans le cadre de ce projet, on est venu à développer et faire cette proposition méthodologique de comment finalement on évalue des gains biodiversité, qui est au cœur de nos réflexions et qui est l'objet de ce séminaire. Alors pourquoi l'avoir fait la méthode qu'on a imaginée et qu'on est en train de développer nous semble avoir beaucoup de potentiel, bien au-delà des certificats biodiversité, et mérite en ce sens, je pense, d'être déjà partagée pour avoir vos retours à ce stade. On est aux 2/3 du projet et il est encore temps de ces commentaires, ces feedbacks. Et puis, comme vous allez le voir, c'est un projet dont le succès reposera sur la participation et la diffusion de cette proposition. Et vous serez en première ligne pour ça, et on espère vous convaincre à travers cette présentation. Alors, le principe, le point d'origine de cette réflexion méthodologique et de cette proposition, c'est quelque chose qui est assez partagé et assez dans la communauté des écologues et de ceux qui s'intéressent à la biodiversité. C'est finalement comment on évalue un gain biodiversité associé à un projet biodiversité. Alors là, c'est un schéma un peu théorique de ce que peut être un projet. Et c'est un projet qui s'écoule au cours du temps et pendant lequel, si tout se passe bien, eh bien, il y a des gains biodiversité. Alors, c'est ce qu'on va parler par la suite s'appuie sur ce vocabulaire de mise en place de projets, mais il fonctionne aussi pour le maintien de pratiques et le maintien en l'état par des pratiques de projets en faveur de la biodiversité. Et donc, il sert à la fois ces projets qui sont mis en place et des projets qui consistent à maintenir des pratiques en faveur de la biodiversité. Alors, quel est
l'état de l'art, en quelque sorte, de cette question. On peut distinguer trois familles de solutions un peu à comment évaluer les gains biodiversité. La plus directe, la plus intuitive, c'est d'aller sur le terrain, de mettre en place des protocoles ou des capteurs ou des méthodes pour recueillir une mesure de biodiversité et puis de retourner sur le terrain et de voir la différence de biodiversité et d'en déduire un gain. Donc ça, c'est beaucoup d'efforts dans cette direction à toute échelle d'organisation. Un deuxième approche, c'est ce qu'on pourrait appeler une approche par les modèles, où on va essayer de modéliser l'état du système, souvent à travers une modélisation des pressions, les 5 grandes pressions définies par l'IPBES en particulier, et comment elles s'exercent sur la biodiversité, comment elles sont voilà, dynamiques, et puis également couplées le plus souvent avec des données d'occupation du sol, d'usage du sol, et donc on a des modèles qui vont combiner ça pour modéliser l'état du système et en déduire un gain biodiversité par un changement d'état prédit par ces modèles. Et puis il y a une troisième approche qui est plus basée sur les pratiques et qui va être où le gain va être finalement une mesure de l'efficacité de ces pratiques qui ont été mises en place. Alors c'est voilà, par analogie, hein, ça fait penser par exemple au paiement pour services environnementaux, où on identifie les pratiques qui procurent des services, et c'est ces pratiques qui constituent la preuve sur laquelle sont mis en place ces paiements. Et c'est un peu cette dernière voie qu'on suit, qu'on explore, c'est-à-dire comment finalement pouvoir évaluer des gains biodiversité associés à des pratiques qui sont mises en place en faveur de cette biodiversité. Et notre cible, notre proposition, c'est d'aboutir à une grille de référence, c'est-à-dire une grille qu'on peut utiliser, une même grille qu'on peut utiliser dans différentes situations, déclinée par socio-écosystème, où chaque grille est spécifique d'un socio-écosystème, et une grille composée de à la fois la taxonomie des pratiques réputées favorables à la biodiversité, je vais expliquer ce que c'est juste après, et un gain biodiversité estimé par consensus d'experts. Et ça aussi, c'est le point principal de la proposition méthodologique, c'est comment on évalue ce consensus d'experts. Par socio-écosystème, ici, on entend, on le définit, le périmètre d'un socio-écosystème, il se définit par la communauté de pratiques des gestionnaires de terrain qui sont spécifiques à ce socio-écosystème, hein, les agriculteurs pour l'agriculture, les forestiers pour la forêt exploitée, les gestionnaires d'espaces protégés, ça définit les espaces protégés, etc. Et on peut aller comme ça, un pavage un peu de différents socio-écosystèmes qui mériteraient chacun leur grille et qui se croisent avec une zone biogéographique, hein, puisqu'on s'imagine bien que ça varie d'une zone biogéographique à l'autre. Et donc, nous, dans notre preuve de concept, on explore deux cas, l'agriculture, hein, qu'on définit un petit peu polyculturelle, à la fois grande culture, prairie, et forêt exploitée, donc deux socio-écosystèmes bien différents, en Europe occidentale tempérée, donc une bonne partie de la France métropolitaine et des pays limitrophes. Alors, pourquoi on a pris cette approche? Notre intuition, c'est que, commencer voilà, notre intuition, c'est que cette approche est facile et peu coûteuse à utiliser. C'est-à-dire qu'une fois, si cette grille existe, pour aller évaluer les gains biodiversité associés à un projet, il suffit d'aller vérifier que des pratiques ont bien été mises en place. Et avec cette grille, on peut évaluer si on est dans les conditions d'un système efficace, un projet efficace pour la biodiversité. Et donc, il n'y a pas de coût associé à l'utilisation de ces grilles pour faire une évaluation. Et ça nous semble être quelque chose de très utile dans bien des situations. C'est quelque chose aussi qui est très facile en termes d'utilisation à partager par différents publics.
hein, des pratiques. Finalement, c'est ce que font les gens. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est facile à faire évoluer. On peut améliorer la connaissance sur les gains de biodiversité associés à des pratiques ou la formulation de pratiques, rajouter des pratiques sans déstabiliser entièrement le système, la méthode d'évaluation. Donc ça, c'est des propriétés qui, comparées à d'autres formes d'évaluation, nous semblent vraiment intéressantes et expliquent un peu notre choix. Et puis, la méthode aussi qui est associée à cette grille de référence, c'est aussi de s'appuyer et de croiser des différentes communautés, celles qui mettent en place ces pratiques, des praticiens, ces gestionnaires de milieux, de terrain, et qui vont être responsables de la rédaction de ces pratiques, et puis des experts biodiversité, ceux qui savent, qui ont des connaissances théoriques ou pratiques sur la biodiversité, qui vont évaluer ces gains biodiversité. Alors derrière cette proposition, il y a la possibilité d'établir une taxonomie de pratique et que cette taxonomie va permettre de décomposer un projet comme une liste de pratiques qui sont mises en œuvre. Donc ça, c'est vraiment une des hypothèses, c'est que ça va définir un peu le périmètre d'utilisation, c'est cette capacité à décrire un projet par une liste de pratiques. Et la recommandation pour établir cette taxonomie, c'est d'une part d'avoir une liste homogène et finie, entre 15 et 20 pratiques par socio-écosystème, et d'être capable de décomposer chacune de ces pratiques en niveau d'intensité, en niveau d'ambition, voilà, avec un niveau 0 qui consiste à dire il n'y a pas d'effort, au minimum légal, où la pratique n'est pas mise en place, et le niveau 5, le niveau maximum, c'est ce qui est atteignable par des praticiens. Donc j'insiste, les pratiques rédigées par ceux qui vont les mettre en place, par les acteurs du monde agricole pour l'agriculture ou du monde de la forêt pour la forêt exploitée. Alors, un exemple d'une telle taxonomie, c'est par exemple la grille d'autodiagnostic Agribest qui a été développée par la Coopérative agricole de l'Ouest et la CDC Biodiversité, qui est vraiment sur cette logique de pratiques déclinées par niveau. Et qui a été une source d'inspiration pour le projet et pour l'établissement de cette taxonomie. Dans notre projet, il y a des groupes de travail qui se sont réunis pour les deux socio-écosystèmes et qui ont proposé, à partir de toute la connaissance disponible, d'établir une forme de taxonomie consensuelle autour de ça, qu'on a ensuite un peu normalisé et fait relire par un certain nombre d'autres experts mobilisés par le conseil scientifique de la FRB. Et donc l'idée, on s'imagine avoir cette grille de pratique, c'est de pouvoir décomposer un projet en des pratiques avec des niveaux et quand on passe d'un niveau, on met en place des pratiques, on change de niveau, et on peut, grâce à cette grille, associer des gains de biodiversité. Alors, ces gains de biodiversité, on va être obligé également de faire des hypothèses simplificatrices pour les calculer. Donc, un projet biodiversité, on peut le décomposer finalement comme une somme de pratiques. Les gains de biodiversité, on peut aussi les approximer par des gains associés à chacune de ces pratiques. On ne peut pas s'arrêter là parce qu'on sait bien que ces pratiques interagissent les unes avec les autres, qu'il y a des pratiques qui sont synergiques et où les gains sont plus importants quand elles sont en place simultanément que s'il n'y a qu'une seule pratique qui est mise en place, et puis que ces gains varient en fonction du contexte. Donc on est dans un niveau de complexité un peu supérieur que la simple additivité de la décomposition en pratique pour calculer ces gains. Et donc tout l'enjeu, une fois qu'on a fait cette proposition, c'est finalement comment on va évaluer ces gains. Et vu la complexité, la seule solution qui nous semble possible, c'est de faire appel à ce dire d'experts basé sur le fait
que vous pouvez vérifier auprès de vos collègues que quand on est dans un paysage, un peu au fait de la conservation de la biodiversité, intuitivement, on sait ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses. On sait ce qu'il faudrait changer, mettre en place. Voilà. Et derrière cette affirmation, on sait ce qu'il faut faire, c'est qu'on sait qu'il y a des pratiques qui sont plus ou moins efficaces que d'autres, toutes choses égales par ailleurs. Et c'est ça la base de la proposition de cette évaluation des gains, cette capacité à interclasser des pratiques selon l'efficacité pressentie pour la biodiversité. Alors tout ça se justifie par finalement le choix et ce degré d'intuition, de retour d'expérience, à travers voilà, toutes nos histoires de professionnels de vie en tant qu'experts, sont plus solides finalement, plus robustes que la difficulté et les contingences de mesurer directement la biodiversité sur le terrain qui ne permet pas d'évaluer chacune des composantes de l'équation qu'on a définie plus haut. Et que la seule manière d'avoir une estimation, c'est de recourir à ce dire d'expert. Et puis l'autre avantage, c'est que quand on parle de biodiversité entre nous, on n'a souvent pas besoin d'en dire plus. On sait de quoi on parle. Et parce que la biodiversité, on le sait que c'est multidimensionnel, on sait que ça a plein de valeurs et donc quand on dit c'est plus efficace pour la biodiversité, c'est un peu cette approche un peu holistique de la biodiversité qu'on a en tête. Donc un double avantage, double intérêt de passer par ce dire expert à travers ces deux propriétés. Et l'autre proposition, vous allez voir comment on la décline en pratique juste après, c'est que ce classement relatif des pratiques, même si on ne définit pas d'unité biodiversité, même si on n'a pas de métrique associée à cette biodiversité, on peut atteindre du quantitatif parce que ça a quand même du sens de dire cette pratique, elle est 2 fois plus, 3 fois plus efficace qu'une autre. Et derrière ce classement, en fait, on peut récupérer de la donnée quantitative et donc traiter ce tir d'experts en données statistiques, un traitement statistique d'évaluation du degré de consensus qui peut exister autour de ça. Donc je passe la main à Flavie pour découvrir un peu où on en est dans cette proposition. Alors moi, je vais vous dérouler le protocole de recueil. Donc, c'est un protocole en, on va dire, 4 parties, dont 3 qui sont ordonnées et la 4e est un petit peu surplombante. On ne va pas rentrer dans le détail de la catégorisation des expertises, mais l'intérêt, c'est d'identifier les experts dans leurs expertises et dans leurs connaissances et dans leur façon d'appréhender la biodiversité, afin de pouvoir, par exemple, par nuage de points, avoir des groupes de répondants et d'identifier au mieux les réponses et dans quelle mesure elles se ressemblent ou elles sont différentes. Et du coup, par contre, les 3 étapes de recueil à travers desquelles les experts devront passer, c'est l'évaluation au cœur d'une pratique. Donc, comme l'a dit Romain, les pratiques, elles sont décomposées en niveaux. Donc, la première étape, c'est de réévaluer un peu ces niveaux les uns par rapport aux autres et de passer toutes les pratiques les unes après les autres. Ensuite, on va hiérarchiser les pratiques entre elles en les considérant dans leur globalité. Et la dernière étape, c'est de nous donner des évaluations de facteurs d'influence qui vont permettre en fait d'attribuer des corrélations entre les pratiques et les contextes afin de donner un peu plus de dimension au résultat et de désiloter les 2 premières étapes. Il faut savoir que Romain et moi, enfin, comme l'a dit d'ailleurs Mathias, Romain et moi, on travaille dans une équipe qui s'appelle Mosaïque et qui est une équipe qui a une unité de service du muséum et qui a pour mission de développer des plateformes de recueil de sciences participatives. Et du coup, actuellement, on est en train de développer la plateforme de recueil de vos participations, des participations des experts à l'interclassement des pratiques. Donc ça, ce serait un petit peu la page d'accueil avec une présentation du projet, des pratiques, les écosystèmes qui sont en train d'être
mise à l'évaluation et le calendrier des saisies, puisque les saisies fonctionneront par campagne. Une fois que l'expert est arrivé sur la page d'accueil, il peut se connecter, il peut se créer un compte, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on va identifier ses expertises. Et comme je l'ai expliqué précédemment, les différences entre les expertises nous permettront d'expliquer les dissensus et d'illustrer les consensus. Et une fois que l'expert a renseigné son profil, il a accès à son espace de travail. Et dans cet espace de travail, du coup, il peut choisir de faire la saisie du milieu forestier, de faire la saisie du milieu agricole, il peut faire les deux. Et il peut la faire il n'est pas obligé de la faire d'une traite, et d'où le pourcentage de critères évalués, et avec aussi les futurs écosystèmes à venir qui lui indiquent un peu quand est-ce qu'il pourra être sollicité. Quand on sélectionne un des deux socio-écosystèmes, du coup, on arrive dans la première étape qui est le repositionnement des niveaux. Donc ici, on a une pratique qui est cloisonnée entre son niveau 0 et son niveau 5, où le niveau 0, c'est une absence d'effort, et le niveau 5, c'est le maximum d'ambition. Et on va leur présenter les pratiques sous ce format-là, les unes après les autres. Et quand on présente une pratique, les niveaux sont illustrés avec un écart homogène. Et en fait, la consigne, ça va être de redéplacer ces niveaux afin de donner l'écart relatif qui correspond au saut de biodiversité du passage d'un niveau au suivant. Et donc, un exemple de classement possible, ce serait celui-là, où là, on verrait bien qu'entre le niveau 0 et le niveau 1, il y a peu de gains de biodiversité, mais par contre, entre le niveau 3 et le niveau 4, il y a un fort potentiel de gain de biodiversité pour cette pratique. Et pour nous, tout l'intérêt de repositionner ces niveaux, c'est dans la façon dont on rédigeait les pratiques, il y a deux axes où soit on va monter en ambition sur des quantités numériques, donc genre la taille des aménagements, la largeur des aménagements, mais on va aussi mettre des nouvelles conditions qui devront être maintenues par la suite. Donc, par exemple, les bandes enherbées sont passées en tampon, les bandes enherbées n'ont pas d'entretien mécanique, et ça, du coup, ces nouveaux éléments, ils ne vont pas forcément induire une proportionnalité entre les niveaux. Donc, l'affichage schématique, ce serait celui-là, avec les niveaux, le fait qu'il faille les classer, les niveaux à droite, le classement à gauche, et la possibilité de dire qu'on n'a pas les compétences sur une pratique, parce qu'on n'attend pas des experts qui soient experts sur les 15 à 20 pratiques de chacun des écosystèmes, et la possibilité de donner le niveau de confiance dans l'évaluation qu'ils viennent de réaliser. L'intérêt pour nous de donner ce niveau de confiance, en fait, c'est d'encourager les scientifiques à prendre des risques, donc à s'exprimer sur des pratiques sur lesquelles ils ont des intuitions, mais dont ils ne sont pas sûrs. Et nous, derrière, de pouvoir du coup discerner des niveaux de fiabilité et construire des intervalles de confiance sur les évaluations des experts. L'affichage final, il aurait à peu près cet aspect-là, avec un menu des pratiques sur le côté qui permet de naviguer d'une pratique à l'autre, pas d'obligation de commencer par la pratique 1, et du coup, le niveau de confiance qui ici prend la forme d'une échelle de Likert. Et donc, une fois qu'un expert a passé ses 15 pratiques, il peut accéder à la deuxième étape du classement, qui est de ranger les pratiques entre elles. Donc là, ici, on a un expert qui ne s'est pas exprimé sur les pratiques 2 et les pratiques 9, elles sont barrées, et il s'est exprimé sur toutes les autres. Et du coup, il va se retrouver avec le set de pratiques qui sont toutes les autres, et il va travailler dans ce groupe-là. On lui demande en premier abord de sélectionner la pratique qui est la plus efficace et de sélectionner la pratique qui est la moins efficace. L'intérêt de cet exercice, c'est de borner à nouveau l'échelle des pratiques. Donc là, l'expert va faire 2 sélections, la plus efficace, la moins efficace. Et une fois qu'il a fait ces 2 sélections, il arrive dans cet affichage où du coup, on a un peu comme l'affichage précédent 2 bornes de pratiques qui sont considérées dans leur globalité, dans leur potentiel de gain entre un niveau 0 et un niveau 5. Toutes les autres pratiques sur l'échelle intermédiaire, et on lui redemande le même exercice, c'est-à-dire de prendre les pratiques et de les redéplacer, avec la possibilité, comme on le voit ici, et c'était le cas pour les niveaux d'ailleurs, de pouvoir mettre 2 pratiques à la même hauteur, car on considère que du coup, elles valent la même chose, et pour les niveaux, on considérait que du coup, il n'y a pas de gain entre ces 2 niveaux, et que du coup, c'est 2 niveaux qui doivent devenir un seul. Et l'affichage final, une nouvelle fois, ce serait quelque chose de cet acabit, avec là, par exemple, si j'ai la souris sur la pratique 9, et bien, du coup, la pratique 9 s'affiche. Je peux une nouvelle fois naviguer entre les pratiques, et quand je peux naviguer entre les pratiques, je peux corriger les évaluations précédentes des niveaux que j'avais faits, et sont indiquées les pratiques que j'ai refusé d'évaluer parce que je ne me sentais pas en mesure de le faire. Et donc, une fois qu'il a fait ces 2 étapes d'interclassement des niveaux et d'interclassement des pratiques, on se retrouve sur on a le rendu individuel d'un expert qui, lui, prendrait cette forme-là
où en fait, en diagonale, on retrouve l'ordonnancement préalable des pratiques avec les mêmes écarts proportionnels qui avaient été donnés dans l'exercice de classement des pratiques. Et en colonne, on retrouve l'ordonnancement préalable des niveaux avec aussi les mêmes écarts qui avaient été donnés dans la première étape. Et ici, il reste une étape, c'est qu'en fait, cette hauteur-là, elle a été définie de manière arbitraire. Ça veut dire que le fait que ce niveau-là soit à 40% de l'amplitude de cette pratique-là, c'est pas forcément la réalité. Et là, du coup, on va demander à l'expert de repositionner ce niveau le plus bas et du coup de soit faire monter en amplitude toutes les pratiques, soit de les faire baisser. Et du coup, ça pourrait être un résultat où là, on voit bien qu'en fait, ça a des conséquences fortes sur tout le rendu, puisque du coup, ce niveau 5 maximum, il se retrouve à la même hauteur que ce niveau 4, alors qu'avant, il était bien en dessous ici. Voilà. Et une fois qu'il a fait ces 3 étapes, il a fait le minimum requis des évaluations. Son affichage, il ressemblerait, voilà, quand on met un peu les couleurs, à quelque chose comme ça. Et il a fait le minimum requis. Et du coup, à partir de là, déjà, on a son interclassement des pratiques et des différents niveaux. Donc, on a son résultat final. L'objectif, évidemment, c'est que beaucoup d'experts participent et que, du coup, à partir de plusieurs évaluations, on puisse rechercher les consensus entre les différentes évaluations. Et le consensus, il est mesuré par la concordance du coup, des évaluations et la valeur du gain, elle correspond à un gain moyen avec une variance qui est dépendante des écarts entre les évaluations et de la certitude des évaluateurs. Et à partir de ces différents classements, on a l'intention de calculer un consensus général, donc un résultat compilé, ici dans une version simplifiée. Et avec ce résultat compilé, on aura une grille de pratiques qui hiérarchise les différentes pratiques, les différents niveaux à mettre en œuvre par socio-écosystème. Donc, par exemple, si on reprend le cas d'usage qu'on avait au début, ici, entre niveau intermédiaire et niveau avancé, j'ai fait monter mes pratiques de niveau 2 et 3 vers le niveau 5. Donc, du coup, la somme des gains obtenus, c'est la somme des écarts entre les niveaux 3 et 5 de ces 4 pratiques qui concernent mon projet. Et là, on commence un peu à se dire qu'on travaille beaucoup en silo et qu'un projet de biodiversité, ce n'est pas uniquement mettre en œuvre des pratiques, mais aussi comment elles interagissent entre elles et comment elles interagissent avec le contexte. Et du coup, on va rentrer dans la notion de corrélation, où on va chercher à imputer des facteurs d'influence aux différentes pratiques. Donc, nous, on a mis l'accent sur 2 catégories qui sont synergie, redondance et contexte. Synergie, redondance étant une seule catégorie. Et du coup, pour plusieurs pratiques sur une même échelle spatiale, si on considère qu'elles se portent bénéfice, dans ce cas-là, elles sont synergiques et le gain combiné doit être supérieur à la somme. Si on considère qu'elles se portent préjudice ou qu'elles se recouvrent, et bien dans ce cas-là, elles sont redondantes et le gain combiné doit être entre la moyenne et la somme. Et de la même manière, on va exprimer l'influence des contextes pour des contextes physico-chimiques, pédoclimatiques ou paysagers. Donc là, une nouvelle fois, l'interface, elle prendrait un aspect schématiquement comme celui-là, où on est par exemple en train d'étudier la pratique 1 et on va donner la relation des autres pratiques à cette pratique 1. Donc, l'expert, il pourrait faire ce classement-là. Il a choisi de ne pas se prononcer sur ces 5 pratiques restantes et il a qualifié, qualifié pour les autres la relation avec la pratique matière organique. Nous, on suggère une relation de symétrie qu'on n'est pas obligé de conserver. Donc là, on considère la pratique 3, elle a été considérée comme très synergique avec la pratique 1. Mais quand il arrive dans la pratique 3, du coup, il retrouve la pratique 1 dans très synergique, mais il a la possibilité de dire que ce n'est pas symétrique et que la relation est différente. Avec un affichage en couleur qui ressemblerait à ça, toujours le menu des pratiques qui permet de s'en imprégner dès qu'on en a envie, et voilà, des petites indications, les consignes, etc. Et du coup, vient le deuxième temps d'évaluation des corrélations, qui sont les contextes. Il faut savoir que les contextes et les synergies peuvent être faites dans n'importe quel ordre, suivant les affinités de la personne qui fait l'évaluation. Et là, en fait, on considère toujours la pratique 1 et on demande si, dans un contexte de gradient d'humidité, elle est très amplifiée ou très réduite en considérant les parcelles extrêmement sèches, les parcelles extrêmement humides, les parcelles moyennes et les 2 catégories adjacentes. Et là, une nouvelle fois, l'expert il va renseigner du coup ses intuitions ou ses savoirs vis-à-vis du contexte du gradient d'humidité sur la pratique matière organique, qui pourrait les classer de cette manière. Et dans un affichage un peu plus joli et un peu plus final, ça ressemblerait à ça.
Et donc, une fois qu'il a fait ces 2 parcours additionnels, là, il a complètement fini. À savoir que les parcours additionnels sont optionnels, mais ils ont une valeur ajoutée qui est non négligeable. Donc, pour nous, c'est hyper important que les experts participent. Et du coup, une fois qu'il a fini, nous, ce qu'on a l'intention de produire comme document à partir de cette grille, c'est un protocole pour reproduire la grille des pratiques et pour du coup l'adapter à d'autres socio-écosystèmes. Un système d'information, donc c'est la plateforme, les différents affichages que vous avez vus qui sont en train d'être développés au sein de l'EPIKit Mosaic. Des recommandations d'usage sur l'actualisation et l'utilisation de la grille de pratique. Parce que du coup, la grille de pratique, là, elle est dans une version initiale qui a été revue par un comité scientifique et qui a été rédigée par des gestionnaires de terrain. Elle est possiblement pas parfaite et il y aura sûrement une deuxième phase d'évaluation, mais on ne peut pas amender la liste de pratiques pendant la campagne parce qu'il faut que tous les experts qui participent aient accès au même jeu de données. Et du coup, 2 cas d'usage qui sont ceux qui vous ont été présentés, polyculture élevage et forêt tempérée. Et je vous remercie de votre attention et j'espère que ça vous a donné envie de participer. Quelques éléments de calendrier. Hein. Cette plateforme devrait être mise en ligne en avril pour 4 à 6 semaines de consultation d'experts. Elle sera bilingue, donc on souhaite qu'elle soit diffusée au-delà de la France métropolitaine. Tous les experts, pour être expert, il faut se sentir à l'aise avec la notion de biodiversité et a priori une formation scientifique à l'écologie et donc de travailler dans ce domaine. Et le filtre se fait sur l'adresse professionnelle, ce qu'on demande pour s'enregistrer. On demandera aussi aux experts s'ils souhaitent être dans la liste publique des contributeurs à cette grille, tout en s'engageant à ce qu'on ne diffuse jamais les données associées au nom de l'expert. Hein. C'est vraiment, ce sera parfaitement protégé, mais c'est la réputation de cette grille, elle dépendra aussi de l'affichage de la composition des experts qui auront contribué. Très bien, merci Romain, merci Flavie. Il y a quelques questions dans le chat, donc on va commencer par la première. C'était sur la diapo des méthodes d'évaluation mesure de biodiversité et quid d'une 4e approche par méta-analyse, donc évaluation empirique de ce qui est déjà publié. Alors, on a consulté un petit peu les méta-analyses qui existent. Une des difficultés, il y en a pas mal hein, qui ont essayé de faire cet exercice d'évaluer un peu tout ce qu'on sait sur les pratiques favorables en milieu agricole ou forestier. La difficulté, elle était prévisible et connue, c'est que il y a une faible standardisation de la manière dont les pratiques sont formulées, ce qui fait que on est obligé pour faire ces méta-analyses d'avoir un grain assez grossier de description de ces pratiques et une faible standardisation de la manière dont sont mesurées les biodiversités, ce qui fait que on a des résultats qui sont en général assez décevants en termes d'homogénéité ou de robustesse plutôt du consensus autour de l'efficacité de ces pratiques. Donc, voilà, c'est clairement une alternative qui contourne ces limites de la méta-analyse. Merci. Ensuite, on avait un commentaire de Didier Babin qui disait « On sait surtout ce qu'il ne faut pas faire ». Et une participante qui a rebondi en répondant à la question et qui dit effectivement, dans ce cas, j'imagine que la pratique bénéfique, c'est la diminution ou l'arrêt de l'intervention néfaste. Alors effectivement, on a souvent formulé mise en place de la pratique ou maintien de la pratique. Dans certains cas, les pratiques, c'est la réduction, voire l'arrêt de la mauvaise intervention. Ça sera le cas évidemment pour les pesticides. Le drainage. Le drainage, voilà. Il y a quelques exemples de pratiques, que ce soit en foresterie ou en agriculture qui font appel à cet arrêt ou cette diminution. Ensuite, il y avait une question sur la prise en compte du coût des actions et le fait que ce n'est pas pris en compte dans la méthode. Non, c'est pas un des paramètres qui a été pris en compte. Par contre,
c'est légèrement pris en compte par la faisabilité de la mise en place de ces pratiques, du fait qu'elles soient rédigées par des praticiens. C'est vraiment des acteurs du monde agricole qui ont fait l'effort de rédiger des choses qui sont faisables et atteignables. Et donc, mais on veut vraiment distinguer le gain biodiversité de toutes les autres façons d'évaluer ces actions et qui s'évaluent avec d'autres méthodes et on combine pas les deux. En fait, l'opérabilité viendra faire le compromis entre coût et gain. C'est une pratique qui gagne beaucoup en biodiversité et qui coûte pas cher, elle va être très intéressante. Mais nous, le but, c'est vraiment de classer le gain de biodiversité des pratiques. Merci. La question suivante était: comment prenez-vous en compte les effets distants aux pratiques? Donc, exemple des pollutions distantes ou diffuses, sur lesquelles souvent les praticiens sont le plus aveugles. Alors, on ne pose pas la question explicitement, et en tout cas, on est dans une idée une logique de gain biodiversité locale, attribuable à l'effet de la pratique, et donc pas des effets statistiques distants, par exemple de la contribution à la pollution de l'air, de l'eau ou au réchauffement climatique, qui sont d'autres méthodologies pour évaluer ces effets. Après, on a conscience on s'attend à ce que quand on donne un gain biodiversité associé, par exemple, à une bande enherbée ou par une haie, consciemment ou inconsciemment, on prend en compte le fait que la haie a des effets sur une plus longue, des effets plus importants en termes de distance qu'une bande enherbée, mais on ne souhaite pas expliciter ça dans la manière dont on interclasse ces pratiques. Ce qu'on pressent, c'est qu'il faut, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mieux laisser le maximum de spontanéité dans la manière dont chaque expert définit, finalement, évalue ce gain relatif de biodiversité entre pratiques, que de tenter de préciser de quoi on parle. Très bien. La question suivante, sur quels indicateurs sont évaluées les pratiques pour pouvoir les classer? Alors, je ne sais pas très bien ce qui est caché derrière la notion d'indicateur. Il y a des indicateurs dans les pratiques qui sont des indicateurs de taille de l'aménagement mais sinon, l'expert en lui-même, quand il doit classer les pratiques, il se base sur sa connaissance globale du sujet et on ne lui demande pas de justifier les choix qu'il a faits. C'est la biodiversité dans son ensemble. Et dans la vision que l'expert en a de par les connaissances qu'il a acquises au cours de sa carrière. Très bien. Ensuite, question ultime. Combien d'experts visez-vous par socio-écosystème? Alors, je pense qu'on sera content si on dépasse largement la centaine d'experts. C'est vraiment l'inconnu, comme l'a dit Mathias. Derrière, c'est le premier critère de succès de la proposition, c'est d'être capable d'enrôler beaucoup d'experts. On a beaucoup travaillé, comme vous l'avez vu, sur l'ergonomie de la plateforme de recueil, la possibilité de vraiment avoir un espace de travail convivial dans lequel on puisse faire des allers-retours, fermer, rouvrir et prendre son temps de faire ça. Là, le succès, ça sera à la fois qu'un expert aille jusqu'au bout et qu'un expert qui a trouvé le parcours et l'intérêt à participer en fasse la promotion auprès de ses petits camarades. Et c'est vraiment, ça sera la clé du succès là-dessus. Ensuite, il y a une question sur le fait que c'est très subjectif, le classement des actions. Délibéré, c'est très subjectif, mais c'est basé aussi sur que chacun a des connaissances et des parcours de vie qui sont bien plus riches que ce qu'on peut trouver dans la littérature ou de ce qui reste de ces publications. Et c'est d'autant plus subjectif qu'on
délibérément, on ne précise pas non plus les valeurs autour de la biodiversité. Hein. Vous savez qu'il y a ces valeurs instrumentales, ces valeurs, donc qu'est-ce que rend voilà, les services que rendent la biodiversité, ces valeurs intrinsèques, de valeurs pour elles-mêmes, et puis cette valeur relationnelle, tout cet attachement qu'on peut avoir à la biodiversité et qui va probablement contaminer aussi et participer à cette subjectivité. Et cela dit, si on est cohérent, s'il y a un consensus d'experts, malgré cette subjectivité, malgré toutes nos différences, il nous semble que ça produira quelque chose de vraiment robuste. Et du coup, enfin, le côté subjectivité, il est aussi... Enfin, on est au courant et du coup, un des moyens d'y pallier, c'est vraiment cette définition du profil de l'expert, où certes, il est subjectif, mais par contre, on est capable de replacer les raisons pour lesquelles il en est arrivé à ce classement-là. Et du coup, c'est ça le moyen de contrôle de la subjectivité, et il faut que l'expert, lui, il s'exprime comme il le souhaite. Très bien. Je vous encourage à lever la main en fait pour poser vos questions et qu'on ait des échanges qui soient un peu plus interactifs. Je vais prendre la triple question de Didier Babin et après je prendrai les mains levées. Donc Monsieur Babin, vous levez la main, c'est très bien. Du coup, je vais vous donner la parole si vous voulez directement poser votre question. Normalement, votre micro est activé, vous devriez pouvoir. Oui, vous m'entendez? Très bien, allez-y. Oui, bonjour, merci. Oui, je disais très directement que je trouvais l'approche intéressante, mais je me pose des questions sur la manière dont on prend en compte le temps dans cette approche. Parce qu'on peut avoir des actions qui sont, par exemple, de ne rien faire. Ça demande plus de temps pour faire évoluer les choses, mais c'est assez intéressant. Et comment on envisage aussi une approche territoriale, et pas uniquement à l'échelle d'une parcelle, une exploitation. Comment on peut prendre en compte des relations entre les pratiques individuelles, voire des collectifs de praticiens dans un cadre de trame écologique ou de paysage socio-écologique pour aller au-delà donc des pratiques très, très localisées. Donc, voilà, je ne vois pas très bien comment vous l'abordez dans votre cadre, mais voilà, juste par curiosité pour savoir comment ça pourrait être adapté à des collectifs voilà, soit territorial, soit de type de regroupement d'acteurs, quoi. Voilà. Merci pour ta question. Alors le temps, probablement, la prise en compte du temps, elle est importante dans la manière dont on pose la question aux experts sur la comparabilité des gains entre pratiques, hein, donc c'est-à-dire quelles sont les pratiques plus ou moins efficaces. On est obligé de préciser une unité de temps. Pour l'instant, l'hypothèse de travail, c'est que pour l'agriculture, où on est dans des écosystèmes très dynamiques, on dira une temps assez courte pour 5 ans, efficacité relative pour 5 ans de différentes pratiques. Pour la forêt, où on a de toute façon cette notion un peu de cycle sylvicole qui est vraiment structurant pour l'échelle de temps d'une forêt, la mise en place d'une pratique et son efficacité relative à l'échelle d'un cycle sylvicole. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on récupère cette notion de temps, qui est un peu spécifique à chaque socio-écosystème. Et puis, alors en tout cas, pour les systèmes exploités de l'agriculture et de la forêt, il n'y a pas de libre évolution, hein, parce qu'on continue à être en forêt exploitée, on continue à être dans un milieu agricole. La question se posera probablement dans les milieux à but de conservation, comment on prend en compte l'absence de pratique, mais elle n'est pas dans cette grille explicitement. Et puis, alors, évidemment, la question de l'échelle spatiale, elle ne peut pas être traitée directement avec la grille seule. Et donc, on a bien conscience de cette limite et que c'est un outil qui sera, dans bien des cas, complémentaire à d'autres approches et d'autres systèmes de connaissances, c'est-à-dire typiquement, si on se place dans le cadre de la certification et de l'utilisation de cette grille pour caractériser l'efficacité d'un projet, parce que notre recommandation, c'est aussi de qualifier un projet comme étant cohérent avec la stratégie territoriale, de telle sorte à ce qu'on ait un peu
deux échelles d'évaluation, c'est-à-dire la grille va dire ce projet est efficace à l'aune des pratiques qui ont été mises en place, et la stratégie territoriale va dire ce projet contribue à ma stratégie, il est cohérent avec l'échelle territoriale. Et donc, c'est vraiment probable que cette grille, elle va être un outil complémentaire pour ces effets de paysage, de territoire et de choses comme ça. Très bien, merci. Je vais donc laisser la parole à M. Vian qui avait laissé la main. Je vais lever la main, pardon. Oui, bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Oui, je vous remercie pour votre présentation. J'avais une question sur les pratiques. Quand vous avez présenté donc les exemples de pratiques sur la plateforme, je ne comprends pas vraiment en fait ce que vous appelez pratique. Est-ce que vraiment une pratique de gestion organique ou de bioagresseurs, par exemple, dans les écosystèmes agricoles, il y a 100 000 pratiques derrière. Donc, est-ce que vous apportez du détail dans la liste? Il y a des choix de pratiques en fait qu'on peut hiérarchiser ou pas à l'intérieur de ce que vous appelez une pratique. Je ne sais pas si je suis très clair, mais moi, ça me perturbe un peu en tant qu'agronome. Enfin, j'aurais du mal en fait à les classer, ces pratiques et leurs effets sur la biodiversité, comme vous les avez présentés. Et j'ai une double question aussi. Est-ce qu'on s'intéresse à la biodive aérienne ou aérienne plus sol? Est-ce que c'est très global? Parce qu'on a des réactions d'organismes. Il y avait une autre question dans ce sens-là, en fait, où une même pratique peut être très contradictoire selon le compartiment auquel on s'intéresse. Voilà, merci. Disons que pour cette taxonomie de pratique, il y a un incontournable, si on veut mettre en place une taxonomie, c'est de réduire la complexité à un nombre fini de pratiques et d'avoir c'est vraiment une typologie, hein, c'est la définition de typologie taxonomie. Il y a des tas de listes de pratiques. Voilà, c'est assez réducteur comme approche, c'est sûr. Donc c'est la base de l'hypothèse. On peut pas. Il y a vraiment ce compromis entre le détail et le nombre. J'espère qu'on a trouvé le bon niveau. Ok. Pardon, je comprends bien. Mais du coup, derrière, par exemple, votre exemple matière organique, qu'est-ce qu'on doit entendre par là, par exemple? Enfin, moi, je serais incapable de classer ça par rapport à d'autres. Je ne vois pas. La pratique matière organique, quand on doit la classer, on n'a pas juste écrit matière organique, mais on est passé d'abord par l'interclassement des niveaux dans l'étape précédente. Du coup, dans les niveaux sont rédigés des leviers d'action sur la matière organique. Ok, ça m'a échappé. Et notamment son équilibre avec le taux d'argile dans le sol, la façon de réintroduire de la matière organique. Donc, on ne dit pas juste matière organique, mais il y a bien une précision de comment elle est mise en œuvre, cette pratique de matière organique. Et du coup, dans ce cas-là, on peut la comparer avec comment est mise en œuvre la pratique de gestion des ravageurs, qui, pareil, elle-même va être très spécifique de la façon dont on doit gérer les ravageurs sur la parcelle, et toujours nivelé avec un niveau 5 bien plus exigeant et plein de petites actions intermédiaires pour arriver au niveau 5. Ok, merci, j'avais pas compris, j'avais pas capté ça au début. Merci. Et je vais donner la parole à Christian Boxteller. Ouais, votre micro normalement. Oui, bonjour, merci et félicitations pour ce travail. Quelque part, je soulignerai pour commencer la remarque du collègue précédent sur une différenciation entre biodiversité liée au sol et biodiversité mobile. Je suggérerais presque de faire deux expertises. Alors, je suis gentil, hein, je vous double le travail. Alors, ceci dit, vous avez une super plateforme que vous avez développée. Et donc, la question que je peux me poser aussi, c'est est-ce que c'est une plateforme un peu générique qu'on pourrait utiliser pour différents recueils de connaissances? Et troisième question, c'est sur la confrontation de vos résultats quand même à la réalité, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous envisagez cela? Merci. Oui, désolé, on a oublié de répondre à la question quelle biodiversité. Notre proposition, c'est de ne pas préciser de quoi on parle quand on dit biodiversité. Hein. On va demander aux experts de préciser, eux, si dans leur quotidien, ils sont plus vertébristes ou biologie du sol ou plus flux de matière organique. Mais tous, on leur pose la même question, la biodiversité. Ça marchera pas, je ne sais pas, mais c'est notre hypothèse et notre parti pris.
Deuxième Ça question. a été désolé, hein, mais pour que ce soit interactif, effectivement, une solution simplifiée serait de demander à l'expert au moins est-ce que c'est sa conception de la biodiversité est plutôt espèce mobile ou plutôt espèce liée au sol. Oui, oui. Parce que vraiment, les effets sont différents, quoi. On entend bien, oui. On espère qu'avec le degré de qualification des expertises, ce sera suffisant pour faire la distinction s'il y a des dissensus sur l'origine des dissensus. Oui. À date, on est quand même dans une volonté de définir la biodiversité dans son ensemble et du coup de la considérer comme telle dans le cadre de l'évaluation. C'est-à-dire que on demande aux experts, enfin, ce qu'on va chercher à savoir, c'est si les spécialistes de la biodiversité du sol et les spécialistes de la vie-faune font le même classement quand on leur pose la question biodiversité. Mais on ne va pas chercher à savoir si on vous parle de biodiversité aviaire, quel est votre classement? Si on vous parle de biodiversité du sol, quel est votre classement? C'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. On est volontiers pour mettre à disposition cette plateforme pour d'autres recueils des savoirs. Une des perspectives, c'est qu'on nous a posé plusieurs fois la question, mais est-ce qu'on ne devrait pas poser la question aussi aux agriculteurs sur ce qu'ils pensent des gains biodiversité, des pratiques directement? Pas seulement les pratiques, mais aussi les liens de biodiversité. Et puis dans d'autres pays, ça pourrait être d'autres formes de savoir qui sont sollicitées que des experts académiques. Donc pourquoi pas, il y a plein de choses à faire avec cette chose-là. C'est un peu notre... Ouais, puis là, on l'applique à une taxonomie des pratiques favorables à la biodiversité, mais la méthode en elle-même qu'on a développée, elle pourrait s'adapter à d'autres contextes. Et ce serait avec plaisir de la voir réalisée sur d'autres sujets, au contraire. Hein. On sait pas tout à fait le... À la publier. D'une manière ou d'une autre. Oublié, pardon. Pardon, c'était ? Je vous encourage à la publier d'une manière ou d'une autre. C'est un livrable pour moi de ce projet. Absolument. Et ta troisième question, Christian, c'était ? C'était sur la confrontation en fait des résultats à la réalité, à des mesures, ou voire à des dires d'experts. J'ai écrit quelque chose dans le passé sur la validation des indicateurs environnementaux. Donc, il faut quand même... C'est la suite logique. Gage de crédibilité, oui, si on prend un certain... le cadre de l'utilisabilité. Oui. Bah, c'est la suite logique du travail, c'est de chercher de la validation externe. Et ça sera d'autres projets de recherche que le nôtre, mais c'est la suite logique. Merci. Je vais passer la parole à Madame Le Cheretel. Vous devrez pouvoir activer votre micro. Activez-le de votre côté également. En haut à droite de l'écran, normalement. Vous ne faites pas cliquer. Si, normalement, vous avez la main dessus. En haut à droite, non, il n'y a pas un petit microphone en haut à droite? Il n'y a plus le sens interdit sur le micro, mais ça n'a pas l'air de marcher. Je vous laisse résoudre ce problème pendant que je prends le prochain intervenant. Désolé. Monsieur Barbet-Thibault. Oui, vous m'entendez? Oui, bien. Ma question était sur qu'est-ce que vous pensez d'une hypothèse, enfin sur votre hypothèse de demander direct aux praticiens l'ensemble des pratiques réalisables et quel est sur, entre guillemets, les potentiels biais ou entre guillemets le fait de fermeture du champ des possibles de par ces praticiens vis-à-vis de certaines pratiques que, entre guillemets, la profession, alors j'ai plus un avis sur la profession agricole, mais de son point de vue général, n'a pas envie ou ne considère pas comme étant réalisable dans la grande masse des agris, alors qu'on, par exemple, des pratiques émergentes peuvent venir de part de petits collectifs, quoi, et qui montrent en réalité qu'elles sont réalisables, quoi. Donc, si j'ai bien compris, dans quelle mesure cette grille de pratique ne devrait pas un pouvoir un peu trop normatif sur ce qu'il faut faire et écraser d'autres choses qui ne seraient pas listées.
Ouais, d'un point de vue un peu cliché, entre guillemets, on demande au groupe qui, entre guillemets, a mis les pratiques dégradant dans un premier lieu la biodiversité, de leur demander ce qui serait à faire pour améliorer l'état, en fait. Donc, il est un peu habillé de demander, entre guillemets, au dégradant de trouver la solution lui-même de ce qu'il aurait dû faire, entre guillemets, pour pas dégrader. C'est probable que la liste des pratiques soit un peu élaguée par rapport au champ des possibles et des choses les plus pointues et originales. Ce qu'on pressent, c'est que si on réussit à publier, ce gain, calculer ce gain d'experts, trouver un consensus et publier cette grille, il y aura une très forte envie de l'améliorer et d'approfondir et d'aller vers d'autres choses plus sont peut-être moins normalisées ou standardisées que cette première version. Donc c'est clairement c'est pour ça qu'on a parlé de plateforme expérimentale, c'est une preuve de concept. On cherche à voir si on y arrive. Voilà, c'est à obtenir un consensus d'experts, c'est-à-dire avoir suffisamment d'experts et que leur expertise converge. Et si ça fonctionne, il y aura probablement plein d'autres versions qui se mettront en place. Merci. Alors, il y avait d'autres questions dans le chat, Oui. pas dans l'ordre. Moi, je les ai un peu lues. Ouais. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont repris le commentaire sur le fait qu'il fallait préciser ce que c'était que les haies. Du coup, j'espère que quand on y a répondu, ça a levé un peu les doutes que vous aviez. Et juste aussi, je vois que Monsieur Babin a corrigé Romain sur le fait qu'il y avait aussi de la libre évolution dans les zones exploitées. Il y a îlot de sénescence dans les pratiques de la forêt exploitée. On en a conscience. Et vas-y, Mathis. Il y avait une question sur combien de temps le processus d'évaluation sur la plateforme peut prendre pour un expert. Alors, en sachant qu'aujourd'hui, la plateforme, elle n'est pas finie d'être développée, on n'a pas pu la tester en temps réel officiellement. À savoir que, par exemple, moi, si je la teste, je suis très biaisée parce que je sais exactement ce qu'on attend de moi. Quand on a fait des tests avec des experts pour qu'ils appréhendent un petit peu l'ergonomie et qu'ils nous fassent des retours sur est-ce que les consignes étaient claires, est-ce qu'on rentre facilement dans l'exercice, etc., on en a conclu que ça prendrait sûrement 2 heures, mais après, ça dépend vraiment du niveau de détail dans lequel vous voulez rentrer et de l'envie que vous allez y mettre. Je pense que 2 heures, c'est une estimation moyenne. Et à savoir que par contre, du coup, on a mis l'accent très fortement sur la possibilité de ne pas tout réaliser d'un coup et de pouvoir revenir et de pouvoir relire ce qu'on avait fait. Et de la même manière, si par exemple, on veut tout faire très vite et puis 2 jours après, on se dit qu'il faudrait remettre un peu de détails, nous, on ne clôture pas les évaluations avant la fin de la campagne. Donc, vous aurez les 4 à 6 semaines pour faire, revenir, changer. Et c'est seulement à la fin de la campagne que les résultats sont inscrits dans le marbre. Très bien. Avant la question de Madame Rosser, je prends juste le commentaire de Madame Le Chevretel qui rejoignait aussi une autre question qu'il y avait dans le chat précédemment. C'était la qualification du niveau d'expertise, en fait, à partir de quel moment la personne est qualifiée comme expert et le tri sera fait entre les experts et les gens qui pourraient prétendre experts mais qui ne le sont pas. Il y a deux tris déjà quand on s'inscrit sur la plateforme et qu'on renseigne les informations propres à l'expertise. On doit aussi renseigner son adresse mail professionnelle qui va nous permettre d'identifier les organismes duquel dépendent les chercheurs. Si c'est une adresse, par exemple Gmail, qui est renseignée, dans ce cas-là, il y aura sûrement une étape pour scruter plus précisément les résultats des experts qui ont une adresse Gmail. Et après, la deuxième catégorie de tri, c'est si un expert qui, par exemple, dans le nuage de points des experts qui lui ressemblent, fait un classement qui n'a rien à voir avec ses collègues qui, eux, sont d'accord entre eux. Dans ce cas-là, c'est pareil, c'est un peu... on met un drapeau sur cet expert et on va se renseigner plus précisément sur comment on en est arrivé là. Et puis, pour se décrire en tant qu'expert, il y a 3 échelles de Likert sur sa connaissance de l'écologie, sa connaissance de l'agronomie, sa connaissance du terrain.
Et donc, ça permet de qualifier, comme l'a dit Flavie, les experts en fonction de ces caractéristiques et de détecter, de comprendre l'origine d'éventuels dissensus. Donc ça, c'est plutôt l'analyse statistique de la robustesse du consensus. Et puis, si pour un usage donné de la grille, on souhaite n'avoir que des experts qui sont dans la recherche académique, ça sera possible de filtrer et de recalculer le gain biodiversité en fonction de critères de sélection d'experts qui sont ça. C'est la partie anonymisée des caractéristiques des experts qui sera publiée en même temps que la grille, de telle sorte à ce que cette grille puisse être utilisée pour différents usages en fonction de ce qu'on veut en faire et de trier les experts à façon. Ça, c'est vraiment notre vision de ce que devrait être cette grille en libre accès. Si je passe la parole à Madame Rosser, allez-y. Vraiment, vous pouvez activer votre micro. Mais vous ne l'avez pas encore activé. Non. Ça marche pas. Ça marche pas à tous les coups, on dirait quand même. Ça doit être des versions en ligne ou des versions locales. Je vous invite à rentrer votre question dans le chat. En attendant, il y avait une question sur est-ce qu'on sera sur une grille d'appréciation au niveau national ou international? Donc, on a défini la zone biogéographique comme Europe occidentale tempérée. Hein, c'est à peu près ça. Donc, je dirais, ça va de Bordeaux à Stockholm, de Dublin à Leipzig. Et la grille sera bilingue, donc français-anglais, et en fonction de sa langue préférée, on pourra la remplir dans une langue ou dans une autre. On espère qu'elle sera reprise, et la FRB a pas mal de relais internationaux pour diffuser cette grille. Donc, elle sera ouverte à des experts s'il y a des experts nord-américains qui participent, ils n'auront peut-être pas la même légitimité, mais on ne pourra pas les empêcher non plus. On est plus sur une grille au niveau d'un socio-écosystème que de la zone géographique. Alors, du coup, la question de Mme Rosser, c'était est-ce qu'on peut indiquer qu'on juge une pratique contre-productive? Alors, si on a bien fait notre travail, en théorie, toutes les pratiques sont favorables à la biodiversité et donc on n'a pas de pratiques qui sont contre la biodiversité. Un moyen de le mettre en valeur si on a mal fait notre travail, ce serait de mettre tous les niveaux à 0, par exemple, d'illustrer la pratique en fait sur la valeur 0 de la baseline et du coup de montrer qu'elle ne vaut rien. Mais sur la théorie, la liste de pratiques, elle a été rédigée par un groupe de gestionnaires et revue par une partie du comité scientifique de la FRB. Et l'objectif, c'est que chacune des pratiques, dans une mesure différente, est quand même favorable à la biodiversité. Espérons que du coup, ce soit le cas. Il y avait une question sur la date de restitution de ces grilles d'évaluation. Je pense que c'est le résultat de l'analyse des données. Ce sera cet été, oui, dès qu'on sera confiant dans le fait qu'on puisse publier ça. Et vous prévoyez un tuto. Au fur et à mesure de la plateforme, là, il y a plein d'affichages que vous n'avez pas, ou quand on a fini une étape, voilà, on a validé, il y a des intercalaires qui montrent les différentes étapes qui restent à faire, celles qu'on a validées, etc. Et sur chacun de ces intercalaires, on peut lire un texte d'explication pour ceux qui préfèrent lire, ou regarder une vidéo courte, un peu en mode GIF animé, qui montre un peu les différentes actions à réaliser. Et à savoir aussi qu'il y aura des encarts qui apparaissent pas forcément dès le début, mais qu'on peut aller chercher, qui expliquent pourquoi on pose cette question, qu'est-ce qu'on a l'intention d'en faire. Normalement, nous, on est vraiment, et notamment parce que c'est un sujet sensible, dans une volonté de transparence. Et du coup, normalement, le but aussi, au fur et à mesure du parcours, c'est d'être informé sur pourquoi on fait ça, comment on va s'en servir, et qu'est-ce qu'on attend de la participation des experts. Il y a une question qui vient d'être reposée, pardon, je l'avais oublié, c'est est-ce qu'on peut travailler en groupe sous la plateforme? Je l'ai vu, en plus, je l'ai trouvé très, très pertinente. Actuellement, non.
Si vous travaillez en groupe, je vous inviterai à envoyer tous le même classement, parce que sinon, vous n'aurez pas le poids d'avoir fait ça à 5, mais le poids d'une seule personne qui a fait ça. C'est pas la façon dont on a envisagé la question, mais ça peut... si vous êtes je sais pas, des doctorants d'un même labo qui travaillent sur les mêmes questions, peut-être que ça a complètement du sens pour vous de faire ce classement ensemble. Mais je pense que du coup, la solution, c'est d'envoyer le même classement en même temps pour qu'il soit considéré comme 2 personnes ayant participé. J'ai eu une autre question de... Je l'ai perdu maintenant. N'hésitez pas à lever la main pour poser d'Alexis. vos questions si jamais on les a oubliées. Là, on est un peu perdu, il y a beaucoup de questions. J'espère que c'est des questions d'enthousiasme. Et, je me rappelle, c'était est-ce qu'on aura accès à la fin du parcours aux résultats? Alors, on n'aura pas pendant la période de... C'est un choix aussi, hein, on aurait pu le faire, c'est un choix délibéré. On n'aura pas pendant la période de consultation, c'est-à-dire que chaque expert aura son espace de travail, il n'aura pas accès aux autres expertises en cours. C'est une autre méthodologie de consensus, d'approche de consensus, d'avoir 2 étapes en fait. Hein, c'est la Delta méthode, Delphi méthode. De dire une première étape, chacun donne son avis, puis une deuxième étape, voici l'avis moyen de tout le monde, est-ce que vous voulez réviser votre avis? Donc ça, voilà, ça serait intéressant de l'expérimenter à un moment donné pour voir si c'est plus efficace, mais c'est pas ce qu'on a prévu. Par contre, évidemment, tous les experts, tous les participants seront informés et ont probablement la primauté et un accès privilégié aux résultats et à la base de données. Et à la base de données qui sera publique. Ouais. Et il faut aussi savoir que là, du coup, c'est une méthode d'évaluation un petit peu innovante qu'on a développée nous-mêmes. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment manipulé les résultats dans le réel. Donc, ce serait un petit peu compliqué de faire un dashboard parce qu'on ne sait pas encore exactement comment seront mis en valeur certaines parties des résultats. Mais moi, ayant une formation de statistique, la notion de dashboard, si j'étais participant, m'intéresserait beaucoup de savoir au global comment sont placés les gens, comment moi je me place dans cette communauté, comment mes réponses elles leur ressemblent ou elles leur ressemblent pas. Je trouve que c'est une plus-value hyper intéressante, déjà pour s'en savoir plus et puis aussi parce que c'est assez engageant en fait d'avoir ce retour-là. Donc c'est complètement un truc qui est en réflexion pour une V2 où en fait ce serait hyper intéressant d'avoir ces retours-là pour les personnes qui participent. Il y a des personnes qui ont rebondi sur la typologie des coûts et ça pourrait être bienvenu du point de vue des agriculteurs, agricultrices, de montrer qu'on comprend et qu'on évalue leurs difficultés. Ouais, ça serait un complément à cette grille. Hein. Nous, on n'est pas en mesure de faire ce travail. Je comprends l'enjeu derrière. Mais voilà, ça sera s'il y a une équipe qui veut compléter la grille avec ces notions-là, ce serait vraiment, je partage l'intérêt possible d'avoir ça. Et parce que évidemment, dans un objectif d'une grille pour financer un projet, évidemment qu'il faudrait que les coûts de ce projet soient couverts par le financement de la pratique. Oui, derrière cette question, il y a aussi une interrogation de notre part, c'est-à-dire là, on voit cette grille comme on vérifie que des pratiques ont bien été mises en place, mais c'est vrai que cette grille sera aussi probablement utilisée de manière prescriptive en disant voilà les pratiques qui sont réputées efficaces et celles qu'il faut mettre en place. Et donc là, c'est un vrai sujet d'attention, c'est-à-dire, mais qui est difficile à complètement cadrer, c'est dans quelle mesure cette grille va participer à la mise en place de projets de biodiversité d'un certain type
et dans quelle mesure est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça développe des choses qu'on n'aurait pas fait autrement et qui vont plutôt dans le bon sens, ou au contraire une mauvaise chose parce que ça conduit tout le monde à faire la même chose et à perdre en diversité de situations. Et c'est assez difficile en fait de prédire exactement comment cet outil, les conséquences de cet outil. Mais il faut, voilà, c'est un point de vigilance qu'il faudra avoir au moment où on met en place cette grille et de la manière dont elle sera utilisée. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose, hein? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question? Oui, Christian Boxteller. Oui, non, c'est bon. Oui, effectivement, sur ce dernier point, ce qui vient d'être dit, je posais la question sur la crédibilité, hein, sur des sorties, mais effectivement, il faut vraiment s'interroger sur l'usage possible de l'outil d'évaluation. Alors, je tiens à souligner, c'est un outil d'évaluation avant tout, pas de conception. Donc, il contient pas toutes les solutions. Ça, c'est une autre approche. Mais bon, effectivement, le constat que j'ai fait dans beaucoup de travaux, c'est qu'il y a une loi des usages non prédits par les concepteurs. Quand même, là, on intuite que ça pourrait être prescriptif. Ça mériterait un travail sur ce qu'on appelle diagnostic des usages. Là, les collègues du groupe IDEAS, on travaille là-dessus. On a réfléchi sur notre indicateur biodiversité sur cet aspect-là dans le cadre du projet INRAE Métaprogramme Prodige. Mais il n'y a pas encore d'écrit là-dessus, mais en tout cas pour dire, ouais, c'est un sujet vraiment important. On est tout content d'avoir un outil au niveau biophysique, mais qu'en est-il après ? Dans un monde idéal, on trouvera des financements pour accompagner les premiers pas de cet outil et bien évaluer les leviers, les freins voilà. Vous avez alimenter votre discussion et pour les prochains projets, voilà. Absolument. Merci. Et s'il n'y a plus de questions. Ouais. Je vous remercie à tous de vous être rejoints à nous. Comme vous l'avez compris, le gros enjeu de notre projet, ça va être la capacité à mobiliser le maximum de monde pour avoir le plus d'évaluations possible et ainsi pouvoir construire un consensus le plus robuste possible également. Donc, on serait très reconnaissant si vous pouviez relayer notre appel à expertise au sein des différentes communautés et de vos réseaux personnels et professionnels. Voilà, c'était un plaisir pour nous de vous présenter les progrès de notre travail. Merci pour les questions très pertinentes et les commentaires constructifs. On se tient à votre disposition si vous avez toujours des questions, que vous souhaitez plus de précision sur certains éléments. Vous pouvez nous contacter via le service de communication de la FRB. Vous avez mon adresse personnelle. Vous pouvez également contacter Romain et Flavie. On vous fait un retour par mail assez rapidement pour vous tenir informé du coup de l'ouverture prochaine de la plateforme et puis évidemment le jour J quand elle sera définitivement opérationnelle pour vous donner le top. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Encore merci et à bientôt.